Bonjour et bienvenue à cette première partie de révision du chapitre 2 sur ensemble des phénomènes avec des solutions, les transformations physiques. On va commencer avec la partie sur le bilan du chapitre 2, version ST, et la capsule STE sera dans une autre vidéo. On a quand même 5 pages d'activités résumées à voir ici. Alors allons-y avec OTW, on a plusieurs questions sur le vocabulaire, plusieurs cases à cocher, des vrais ou faux, des choix de réponse. C'est souvent la forme que prennent les évaluations également. Numéro 1, on demande quel énoncé, lequel est vrai. Il y en a donc un seul qui est possible, une seule bonne réponse. Si on les regarde vite vite, on dit NaCl est un ion négatif. Ça, c'est faux. Hein? NaCl ne peut pas être un ion parce qu'il n'a pas de charge et c'est une molécule, donc neutre. Et les éléments de la famille des halogènes possèdent 2 ou 8 électrons de valence et sont extrêmement stables. C'est vrai qu'il y a une famille qui a 2 ou 8 électrons de valence qui sont très stables, mais ce ne sont pas les halogènes, ce sont les gaz inertes qui font ça. Puis l'atome d'aluminium perd 3 protons et devient Al3+. Il y a une partie qui est vraie là-dedans. Par contre, ce n'est pas en perdant des protons qu'il le fait. La bonne réponse est bien le A. Un ion est un atome qui a gagné ou perdu des électrons, donc un atome qui possède une charge positive ou négative. Numéro 2. Dans les énoncés suivants, lequel donne correctement une description d'un ion? Comment il se forme à partir du chlore? Alors, comment est-ce que se forme l'ion de chlore? L'ion de chlore va se former lorsqu'il va acquérir un électron de plus afin de compléter sa dernière couche. Alors, il y a des choix de réponse qui nous parlent de gagner ou de perdre des protons. Alors, de facto, on doit éliminer ça parce qu'on ne gagne jamais, on ne perd jamais de protons. C'est donc entre B et C. Et là, la différence, c'est au niveau de est-ce qu'il perd un électron, il devient positif, ou est-ce qu'il gagne un électron, il devient négatif. Alors, le chlore, dans la famille 7, il a 7 électrons de valence sur 8. Il veut en gagner un de plus. La bonne réponse était le C. Numéro 3. Dans les éléments suivants, lesquels ont tendance à former des ions positifs. Alors, les ions positifs vont être ceux qu'on va retrouver à gauche de la famille 4 dans le tableau périodique, mais incluant les métaux également. Alors, le calcium est un métal de la deuxième famille. Il va faire un ion positif. Même chose pour l'aluminium qui est dans la troisième famille. Le xénon, lui, ne fera pas d'ion du tout, étant donné qu'il est dans les familles des gaz inertes. Le francium, lui, est dans la famille numéro 1, il va devenir 1+. Le phosphore devient un ion, mais il va devenir un ion négatif. Et là, ici, on cherchait des ions positifs. Même chose pour le brome. Le brome formerait un ion négatif Br-1. Alors, on ne le coche pas. Au numéro 4, on demande lequel des énoncés est vrai par rapport à la concentration des contaminants du lac, qui est de 675 ppm. Si la concentration dans l'eau du lac, donc dans un liquide, est de 675 ppm, on se rappellera que 675 ppm, c'est la même chose que 675 mg de contaminants par litre d'eau du lac. Alors, qu'est-ce qu'on a d'équivalent ici? Bien, pas le premier, parce qu'on aurait mal converti nos unités de grandeur. Même chose pour le deuxième, mais C, par contre, est tout à fait correct. L'eau du lac a une concentration de 675 mg par litre. Bien important de reconnaître cette équivalence. ppm, même chose que milligramme par litre. Mais si on avait un solide dans un autre solide, on pourrait évaluer notre concentration en milligrammes par kilogramme. Oui, parce qu'un litre, c'est un litre d'eau ou de solution aqueuse peut correspondre à 1 kg en masse. À cause de la masse volumique de l'eau. 5. Vrai ou faux? Les non-électrolytes ne forment pas d'ions lorsqu'on les dissout dans l'eau. C'est vrai. Un non-électrolyte ne fera pas d'ion, il va faire une dissolution moléculaire. Une substance qui libère des ions H+, dans une solution aqueuse, est considérée comme un acide. C'est vrai, les acides sont considérés comme des substances qui vont libérer des ions H+, d'où le terme pH, justement. Le potentiel hydrogène. Lors d'une dissociation électrolytique, les ions positifs se déplacent vers la borne positive. C'est l'inverse, c'est les opposés qui vont s'attirer. Alors là, on a du faux. Deuxième page.
Si on a une moyenne de 5 minutes par page, ça va aller bien. Parmi les composés suivants, lesquels permettent le passage du courant électrique lorsqu'ils sont mis en solution? La caméra est proche un peu. Bon. Lesquels vont laisser passer le courant électrique lorsqu'ils sont en solution. N2, on parle d'une molécule covalente ici, avec deux non-métaux. C'est ni un acide, ni une base, ni un sel. Ça ne laissera pas passer le courant. Même chose pour CH4, qui est le gaz naturel, un méthane, carbone, hydrogène, deux non-métaux. C'est une liaison covalente, ça ne fait pas d'ion. KCl, ça oui. KCl, on a un métal suivi d'un non-métal. C'est un sel. Les sels en solution aqueuse sont des électrolytes. Donc, on va le cocher. Ça laisserait passer le courant. Même chose pour LiBr, métal, non-métal, c'est un autre sel, donc conducteur, dans une solution. Même chose pour CaCl2, un autre sel, métal, non-métal. Puis CCl4, c'est tentant parce qu'on voit du Cl depuis tantôt. Ça va conduire. Ben non, parce qu'on a deux non-métaux. On parle donc de ni un acide, ni une base, ni un sel. On ne coche pas. Numéro 7. Lequel des énoncés suivants est faux? Faux. On peut exprimer une concentration de 19 grammes par millilitre sous forme de pourcentage. Ben oui, si j'en ai 19 dans 1 millilitre, je pourrais dire j'en aurais combien dans 100 millilitres. Donc ça se fait en pourcentage, c'est vrai. Une concentration de 7,5 ppm équivaut à 7,5 grammes par 1000 millilitres. Bon, et rappelons-nous que 7,5 ppm, c'est la même chose que 7,5 mg par litre. Or, il est vrai qu'un litre, c'est la même chose que 1000 millilitres. Par contre, 7,5 mg, ça correspondrait à 0,0075 grammes et non pas 7,5 grammes. Alors ça, c'est faux ici. Le reste était bien converti, c'était vrai, des milligrammes par kilo, ce sont des ppm, ça va bien. Et oui, les ppm sont utilisés pour les très faibles quantités de soluté. Concentration de soluté. pH du jus de citron est environ de 2, tandis que celui du jus de tomate est environ de 4. Lequel des énoncés décrit correctement cette différence? Bon, alors on a une différence de 2 unités de pH. Rappelons-nous que le pH, c'est une valeur là, logarithmique, là, c'est-à-dire qu'à chaque bond qu'on fait dans l'échelle de pH correspond à une différence de 10 fois plus concentré, 10 fois plus fort. Et là, ben, on a deux bonds, donc on a une différence de 2. L'exposant à 10 est donc de 2. Quelle est la puissance, la deuxième puissance de 10? La deuxième puissance de 10 est 100. Ça veut dire qu'il y a une différence de 100 fois entre les deux concentrations. Alors, j'ai observé un pH de 2, un pH de 4. Je vois la différence entre les deux. Elle est de 2. Quelle est la deuxième puissance de 10? Elle est de 100. Donc, il y a une différence de 100 fois. Maintenant, est-ce que mon jus de citron il est 100 fois plus acide que le jus de tomate ou 100 fois moins acide? Plus on est près de 0, plus on est acide. Donc, mon jus de citron il est 100 fois plus acide que le jus de tomate. En dessous, au numéro 9, ben là, on arrive à des questions courtes. Puis, il n'y a plus de choix de réponse. Indique la formule chimique de l'ion le plus probable, faite à partir des éléments suivants. Alors, l'oxygène, quel ion formera-t-il? Bien, celui-là est dans la famille 6. Il va donc former l'ion O2-. Pourquoi? Bien, étant dans la famille 6, il veut gagner 2 électrons de plus. Donc, si tu gagnes 2 électrons, tu gagnes 2 charges négatives. Pour le brome, à droite, alors le brome, lui, dans la famille 7, il veut en gagner un seul. Il sera Br-1. Le sodium, famille 1. Le sodium, son symbole est bien le Na. Alors, famille numéro 1, un électron de valence à donner, donc Na+. Le radon ne formera pas d'ion parce qu'il est un gaz inerte, donc on n'essaie même pas de trouver son symbole, sa formule chimique. Même chose pour l'argon. Argon, AR, lui aussi c'est un gaz inerte, donc qu'est-ce qu'on fait? Il ne fera pas d'ion du tout, donc on mentionne aucun ion. Le fluor sera F1-. L'azote N, lui, il a 5 électrons de valence sur 8. Il veut gagner 3 électrons, donc il sera 3 négatif. Il va gagner 3 charges négatives. Et le soufre, lui, il veut en gagner 2. 2-. Magnésium, famille numéro 2, 2 électrons de valence à donner, donc 2+.
tout comme le calcium qui est juste au-dessous, c'est ça, du magnésium. Même famille, même charge. Numéro 10. Écris la formule chimique de l'atome ou de l'ion représenté. Bon, OK. Alors, ici, on a une représentation de Rutherford bord d'un élément qui a 19 protons. Il s'agit du potassium. Est-ce que c'est un ion du potassium ou est-ce que c'est l'atome de potassium? L'atome de potassium contient autant de protons que d'électrons. Si on compte le nombre d'électrons qu'on a ici, on en a 18. Donc, notre élément, au lieu d'avoir 19 électrons et 19 protons, il a 18 électrons et 19 protons. Il y a donc un débalancement de plus 1 au niveau des charges. C'est l'ion K plus 1. Pour le suivant, on cherche l'élément qui a 16 protons, c'est le soufre, S. Et celui-ci, normalement, le soufre, il possède 16 électrons et 16 protons. Dans ce cas-ci, on voit bien que nous avons 18 électrons, 2 électrons de plus que d'habitude. Donc, nous sommes l'ion S2-. Et finalement, on a l'élément numéro 18 qui représente, il me semble, si je ne me trompe pas, c'est l'argon, AR. Et attends un petit peu, je vérifie là, hélium, néon, argon. T'en plein ça. Celui-ci, il a ses 18 protons, 18 électrons, tout à fait neutre. En fait, l'argon ne fait pas d'ion. C'est l'atome d'argon. Page suivante. 3 de ces composés sont des non-électrolytes. Lesquels? Alors, quels sont les 3 non-électrolytes qu'on a ici? NaOH, c'est une base. Hein? Métal OH, c'est une base, donc un électrolyte. CaNO2, métal non-métal, c'est un sel, donc c'est un électrolyte. CO2, non-métal, c'est ni un acide, ni une base, ni un sel. Celui-ci, il est non-électrolyte. Nous avons une autre base, P2O3, donc non-métal, c'est un non-électrolyte. Métal, non-métal, c'est un sel, ça conduit. Métal OH, c'est une base, ça conduit, c'est un électrolyte. H2SA, tiens, H, hydrogène suivi de non-métal, c'est un acide, ça conduit. BeNO3, 2 fois. Alors, même si on a des parenthèses et des indices qui s'y appliquent, on a un métal suivi d'un groupe de non-métaux. Métal non-métal, c'est un sel, donc un électrolyte. Et le dernier, S2F2, 2 non-métaux, donc ni acide, ni basique, ni un sel. Il s'agit de ceux-ci. Alors, 3 de ces composés sont non électrolytes, lesquels expliquent ta réponse. On pourrait mentionner, ils ne sont ni des acides, ni des bases, ni des sels. Ni des acides, ni des bases, et ni des sels. Ils sont donc non électrolytes. En 12, on va les classer dans les bons groupes. Alors, toutes ces substances doivent être classées entre acide, base ou sel. GaOH, on a un métal suivi des groupes OH, des hydroxydes. Ce sont des bases. Alors, GaOH, on l'inscrit avec les bases. GaOH 3 fois. HCl, c'est un acide très populaire, l'acide chlorhydrique. On commence par H suivi de non-métal. C'est donc un acide. KF, nous avons une substance métallique suivie d'un non-métal, c'est un sel. MgI2, même chose, un autre sel, MgI2. LiOH, métal, suivi du groupe hydroxyde, c'est une base. C'est notre deuxième base, le LiOH. Remarquez que là, on ne met pas de parenthèse pour le OH, ça n'est pas nécessaire parce qu'il y a un seul groupe de OH, tandis qu'avec le premier, il y en avait 3. Alors, pour préciser que le 3 ne s'applique pas juste à l'hydrogène, mais bien au groupe hydroxyde, on le met en parenthèse. Même principe pour MgOH2, qui sera également une substance alcaline, une substance basique. HBr commence par H, finit par un non-métal, c'est un acide. HBr. Et puis CaCl2, métal non-métal, c'est un sel. CaCl2. Bon,
Numéro 13, hein, on révise les dissociations électrolytiques si c'est pertinent. Si ça n'est pas pertinent, on explique pourquoi. Donc, quand est-ce que ça ne serait pas pertinent de le dissocier? Eh bien, si c'est une molécule qui n'a ni un acide, ni une base, ni un sel, ça veut dire qu'on ne peut pas le dissocier. Il n'y a que les acides, bases et sels qui font des dissociations dans l'eau. Alors, HF est un acide. On va obtenir une dissociation. Donc, on coupe en premier H plus F. On va faire la flèche à droite ici, elle est manquante. Va se dissocier en H et F. Les deux substances seront aqueuses. Ça va être long parce qu'il faut mentionner ça à chaque fois. Alors, couper, on va donner la charge, H plus et puis F moins. Il n'y a pas de coefficient à placer parce qu'il n'y avait aucun indice à H et à F. Le suivant, Cl2, c'est ni un acide, ni une base, ni un sel. Il s'agit d'une molécule qui est donc un non-électrolyte. Donc, il n'y aura pas d'équation. Ce n'est pas un électrolyte. Donc, on ne peut pas le dissocier. Pour K2S, nous avons un métal suivi d'un non-métal. C'est un sel. Un sel peut être dissocié. On va donc couper K aqueux plus S aqueux. On va charger. Le potassium dans la première famille devient K+, le soufre dans la sixième devient 2-. Et on va présenter les coefficients. Alors, nous avions 2 potassium, il faut le présenter, 2 potassium K+, ainsi que 1 soufre 2-. NH3, non-métal, non-métal, oui, il y a de l'hydrogène, mais il aurait dû être au début pour représenter un acide. Donc, NH3, ce n'est pas un électrolyte. On ne peut pas le dissocier. CaOH 2 fois, ça oui, parce qu'on a un métal suivi de hydroxyde, c'est une base. On va dissocier cette base, on coupe une seule fois. On va couper après le métal, donc Ca aqueux, plus OH qui reste ensemble, aqueux. On a coupé, on va charger. Le calcium, il devient 2+. C'est un élément de la deuxième famille. Et hydroxyde, sa charge est toujours -1. On a coupé, on a chargé, on va placer les coefficients. Le calcium est présent une seule fois, mais les groupes hydroxydes, il y en a 2. Donc, on va mentionner, il y a 2 groupes hydroxydes. Une particule 2+, 2 particules -1. Il y a autant de positifs que de négatifs. On l'a bien fait. Brr. Alors, le BeBr2, c'est un sel parce qu'on a un métal suivi d'un non-métal. Ça va se dissocier en béryllium plus brome. On va charger. Le béryllium, il a une charge de 2+, dans la famille 2. Le brome, une charge de -1. On place les coefficients. Aucun pour le Be parce qu'il y en a un seul. Il y aura 2 fois le Br- de libéré en solution dans l'eau, donc sous forme aqueuse, dans la phase aqueuse. H2O liquide, attention, H2O, c'est de l'eau. Oui, ça commence par H suivi de non-métal, mais on a bien dit que la majorité des acides respectent la formule H non-métal. Celui-là n'est pas un acide, ce n'est pas une base ni un sel, c'est de l'eau. Alors, ce n'est pas un électrolyte. Pour le dernier, métal, non-métal, c'est un sel. On peut le dissocier en Mg aqueux. Mg va être 2+, parce que c'est dans la deuxième famille. Et nous aurons du chlore. Il y aura même 2 éléments de chlore, Cl- aqueux. Alors voilà pour cette portion de dissociation. Au numéro 14, on va jouer avec la relation mathématique entre les unités de pH. On se rappelle, un bond d'une unité dans l'échelle de pH correspond à une différence de 10 fois. Alors, on joue avec ça ici, avec nos indices. Le premier indice dit la substance a un pH 100 fois plus acide que B. On ne connaît pas B encore. On laisse tomber. Possède un pH 10 000 fois plus acide que D. On ne connaît pas D. On laisse tomber. Possède un pH 100 fois plus acide qu'un pH de 9. Ah! Alors, si je suis 100 fois plus acide qu'un pH de 9, ça veut dire que j'ai fait 2 bonds vers la gauche. Si je suis un pH de 9 et que je suis 100 fois plus acide,
10 fois plus, ça serait 8. Alors, 100 fois plus, on est à 7. On sait maintenant que la substance C a un pH de 7. Pour D, possède un pH 100 fois plus basique que C. Bon, 100 fois plus basique que C. C était à un pH de 7. Et si on est 100 fois plus basique, on s'en va à droite de 2 positions. 8 et 9. OK, c'est clair. La substance D a donc un pH de 9. E possède un 100 000 fois plus basique que la solution B. Ah ouais, bon, on n'a pas trouvé B. On va aller chercher B. Possède un pH 10 000 fois plus acide que D. Alors, D, on a statué que son pH était de 9. Si on est 10 000 fois plus acide, regardez les zéros qu'on a. 1, 2, 3, 4, 0. On va donc se déplacer 4 fois vers la gauche. pH de 9, on s'en va à gauche 4 fois. 1, ça fait 8. 2, ça fait 7. 3, ça fait 6. 4, c'est à 5. Le pH de solution B est donc de 5. Alors, cette fois-ci, si on est 10 000 fois plus basique que la solution B, on va être 10 000 fois, non, pas 10 fois, 100 000 fois plus basique que la B. On va être 100 000 fois plus basique que 5. Alors, dans 100 000, il y a 5 zéros. On va donc faire 5 déplacements vers la droite. On part de 5, on s'en va à 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 5 bons. 2, 3, 4, 5. On aura donc un pH de 10 pour celui-ci. Ben, je pense qu'on peut résoudre le A également. Hein? Possède un pH 100 fois plus acide que la solution B, puisque B avait un pH de 5. 100 fois plus acide, on s'en va à gauche du côté des acides. 100 fois, ça veut dire on fait 2 bons. 4, 3. Son pH est de 3. F a un pH 10 fois plus basique que C. Alors, 10 fois plus basique que C, c'est un bon à droite. On est à 10. Plus basique que... Oh non, que C. C est pH de 7. Je me suis trompé de ligne. Trompé de ligne. C a un pH de 7. Alors, 100 fois plus basique que C, ça veut dire 8. Parce que je passe de 7 et je fais un bon plus basique vers la droite. Ça correspond à 8. G, 100 fois plus acide que A. On a bien fait de trouver le A. Si A est 3, 100 fois plus acide que A, ça veut dire 2 bons à gauche. 1, ça nous amène à 2. 2, ça nous amène à 1. Très, très, très acide. Et H possède un pH 1 million de fois plus basique que la solution F. 1 million, c'est 6 positions. C'est 6 zéros dans 1 million. Donc, ça veut dire 6 positions de plus. Alors, si on part de la solution F, qui a un pH de 8, et on est 1 million de fois plus basique que ça, on serait à 8 plus 6, un pH de 14. On arrive dans les questions à plus long développement maintenant. Le numéro 15. À l'aide des ions suivants, forme un acide, une base ou un sel. Explique tes réponses. Bon. Est-ce qu'on peut former un acide avec ces éléments-là? Un acide commence par H suivi d'un non-métal. Donc, H, oui, suivi de non-métal. Je ne prendrai pas l'oxygène parce que je vais faire de l'eau avec ça. On choisira autre chose. H et F, par contre, pourraient fonctionner. HF pourrait être la formule d'un acide. Pourquoi? Parce qu'un acide, pas une, un. Je fais trop de liaisons dans ma tête, je l'écris en même temps. Un acide est formé d'un métal et d'un hydrogène et d'un non-métal. Formé d'hydrogène et d'un ligne trop petite. Non-métal. Aïe, 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 aïe. Une base. Est-ce qu'on peut former une base là-dedans? Bien, certainement, si ça se termine par OH et que ça se commence par un métal. On a justement Na et OH qui sont deux bons copains pour faire une substance basique. NaOH pourrait être un exemple de base. On aurait pu choisir aussi CaOH deux fois. Calcium, ça marcherait aussi. Pourquoi? Parce qu'une base égale, là je vais raccourcir un peu, une base égale un métal plus OH, généralement. Un sel, mettons le sodium avec un non-métal.
NaF, ça marcherait. NaF serait un sel parce qu'un sel, c'est formé de métal plus non-métal. Un élément métallique avec un groupe non métallique. Ça marche. Numéro 16. Calcule la concentration en ppm de chacune des solutions suivantes. Ordonne ensuite ces concentrations de 1 à 4. Hey, je me demande, tantôt, quand j'ai fait le numéro 14, j'ai-tu monté ma feuille suffisamment haut pour qu'on voit toute la démarche? J'espère que oui. Je m'en souviens pas. La caméra est trop petite. Je veux que tu en vois plus. OK. Ici. Donc, calcule les concentrations en ppm. On se rappelle que des ppm, c'est la même chose que des milligrammes par litre ou par kilogramme. Donc, j'ai des unités de mesure à convertir avant de les calculer. 350 mg dans 5 litres d'eau. Bon, je connais ma masse, 350 mg, et c'est parfait des milligrammes. Je connais mon volume, 5 litres d'eau, c'est parfait en litres, j'ai des milligrammes des litres. Je peux utiliser C est égal à M divisé par V. C est égal à le plus petit rectangle de calcul du monde. Je pense que je compare à l'écran de la calculatrice quasiment aussi grand. Là. C est donc égal à 350 mg par 5 litres. Et bon, là, je pourrais le faire mentalement, mais ça ne me tente pas. Là. Je pense que ça fait 70. Là. 350 divisé par 5. C'est ça, 70. Alors, concentration en ppm, 70. Quel est son rang du plus faible au plus fort? Ben, on ne sait pas. Là, on va attendre d'en avoir d'autres. Ensuite, on a 25 grammes de plomb dans 40 kg de terre. Alors, la masse ne sera pas 25 grammes. Elle va être 0. Elle va être 25 000 mg. On travaille en mg. Pour les masses, le volume, 40 kg, ça me va. Alors, concentration est égale à la masse divisée par le volume. On va donc parler de 25 000 mg divisé par 40 kg. Je ne vais pas me tromper. 25 000 divisé par 40. 625 ppm. Ah, là, on a une concentration donnée en pourcentage. Et on veut le transformer en ppm. On va donc jouer avec les fractions. Si ma concentration, je vais essayer de le faire là-dedans pour voir s'il y a de la place. Si ma concentration est de 0,025%, donc ça veut dire sur 100, si je suis en MV, ça veut dire qu'en haut j'ai des grammes et en bas des millilitres. Et moi, je veux des ppm. Alors, ça fait combien de milligrammes en combien de litres? Alors, je dois transformer ma fraction en fraction équivalente avec d'autres unités. Alors, 0,025 grammes, c'est 25 milligrammes. Et 100 millilitres, c'est 0,1 litre. Si on résout 25 par 0,1, ça donne 250. Et des 45 milligrammes, on aime ça. La masse est 45 mg. Dans un minerai de 250, donc mon volume ou ma masse là, de solution sera 0,25 kg. Donc, je fais le calcul de concentration, c'est égal à la masse divisée par le volume de solution. Alors, 45 mg divisé par 0,25 kg. Donc, si on divise par un quart, c'est comme si on multipliait par 4. Ça fait 160 plus 20, 180. Vérifions. 45 divisé par 0,25. Mais oui! Maintenant, on peut les classer du moins concentré au plus concentré. Alors ça, c'est le moins concentré. Ensuite, D, puis C et A. Et B. Voilà. Pourquoi il y a un 0 ici? Je me rappelle plus. On recule le tape pour savoir. OK. Emma. Oh, on l'a fait en classe, celle-là, je crois. Emma verse 48 grammes de sulfate de calcium dans un bassin de 600 litres d'eau. La masse de soluté est de 48 grammes et le volume de solution est de 600 litres d'eau. Quelle est sa concentration en ppm? La concentration est la masse divisée par le volume, généralement. Et on travaille en ppm, donc je vais avoir des milligrammes en haut et je vais avoir des litres en bas. On va donc transformer notre masse en milligrammes.
ce qui va donner 48 000 milligrammes, divisé par un volume de 600 litres. 48 divisé par 6, blablabla, ça fait 8. 1. Donc 80. La concentration est égale à 80 milligrammes par litre, donc 80 ppm. Ensuite, Emma, qu'est-ce qu'elle fait? Elle verse la solution obtenue, ça là, elle verse la solution obtenue dans un bassin de 1000 litres d'eau, donc le volume change, et elle ajoute 100 grammes de CaSO4. Quelle est alors la nouvelle concentration, encore en ppm? Bien, on reprend une partie des informations qu'on avait dans le problème précédent, mais là, on va ajouter de l'eau et on ajoute du soluté. La nouvelle masse est donc de ce qu'on avait avant, 48 000 milligrammes, plus 100 grammes, donc plus 100 000 milligrammes. Ça, c'est ma nouvelle masse. 148 000 milligrammes. Il fallait penser à ça, là, on l'ajoute. Et le volume, bon. Alors, on avait 600 litres, on ajoute ça dans 1000 litres. Le nouveau volume est 600 litres plus 1000 litres, ce qui nous amène facilement à 1600 litres. Milligrammes, litres, on peut calculer la concentration en ppm. C égale M sur V. C sera égal à notre masse en milligrammes. 148 000 milligrammes divisé par 1600 litres. Je ne me souviens pas de ça par cœur. 148 000 divisé par 1600 litres. 92 et 5. Alors, la nouvelle concentration sera de 92,5 ppm. Alors oui, la concentration a augmenté. Même si on l'a dilué dans un plus grand volume, on a ajouté une très grande quantité de soluté, ce qui fait que la concentration est légèrement plus grande qu'auparavant. Et on arrive à la dernière page. On a augmenté un petit peu la moyenne. Là, on voulait faire 5 minutes par page, mais partie à développement, c'est toujours un petit peu plus long. Alicia prépare un bain dans lequel elle ajoutera du bicarbonate de sodium. C'est bon pour la peau, semble-t-il. Elle doit obtenir une concentration de 600 ppm de bicarbonate de sodium dans une baignoire de 200 litres d'eau. Alors, on connaît le volume de la baignoire, on connaît la concentration souhaitée. J'imagine que si c'est plus concentré que ça, c'est mauvais pour la peau. Puis si on n'en avait pas assez, c'est comme si ça ne faisait rien. Alors, bon. Quelle masse de bicarbonate de sodium devra-t-elle dissoudre dans l'eau du bain? Bien, vu qu'on avait V et C, c'est assez logique qu'on nous demande de chercher la masse. Alors, M égale combien en grammes? Nous connaissons la concentration 600 ppm. On se rappelle, des ppm, c'est des milligrammes par litre. Donc, notre réponse, on va l'obtenir en milligrammes et à la fin, on va la transformer en grammes. Et notre volume, 200 litres, ça c'est parfait. On travaille avec des litres quand on est en ppm. C est égal à M sur V. C sera donc égal à... C vaut déjà 200. Et voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler mon inconnu. L'inconnu que je veux cette fois-ci, c'est M. Alors, multiplions par V des deux côtés. M va être égal à C fois V. M égale CV. Et là, on va les multiplier ensemble pour de vrai. Concentration 600 mg par litre, multiplié par le volume 200 litres. M sera égal à 1, 2, 3, 4, 0. 2 fois 2, 2 fois 6, 12. Donc, 120 000. Les litres s'annulent. Il reste 120 000 milligrammes. On transforme ça en grammes. Ça fait 120 grammes. En réponse, la masse est de 120 grammes de bicarbonate de soude. C'est ce qu'elle devra ajouter dans l'eau du bain. Malheur! Par mégarde, Alicia a versé 150 grammes au lieu de 120 dans sa baignoire. Donc là, c'est trop concentré, la peau va y brûler. Quel volume d'eau devra-t-elle ajouter pour obtenir la concentration souhaitée? On se rappelle, la concentration souhaitée est de 600 ppm. Bon, ben encore, on vise une concentration de 600 ppm. Nous avons une quantité de soluté qui est de 150 grammes. Elle n'est pas 150 plus 120, là. Elle s'est trompée et au lieu d'en verser 120, elle en a versé 150. Donc ça, c'est la quantité qu'il y a dedans. Oups, on met ça en milligrammes. 150 000 milligrammes.
Et là, on dit, quel volume d'eau devra-t-elle ajouter? Ah, le volume d'eau qu'elle va devoir ajouter. On comprend que son volume final va être le 200 litres plus une certaine quantité qu'elle doit ajouter pour avoir la bonne quantité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le volume total et on va soustraire le 200 litres original. Comme ça, on saura combien a dû se faire ajouter. Alors, la formule, cette fois-ci, vu qu'on cherche V, sera la masse divisée par la concentration. Si on isole à partir mettons, M est égal CV, je veux le volume, je vais donc diviser par la concentration des deux côtés. Mon volume final sera de 150 000 mg divisé par 600 mg par litre. Les milligrammes disparaissent. 150 000 divisé par 600. Boum, pour 250. Mon volume final est de 250 litres. Alors, combien d'eau est-ce qu'on a dû ajouter pour se rendre à 250 litres? 250 litres moins 200 litres, ça nous amène à 50 litres d'eau ajoutée. Donc, 50 litres d'eau ajoutée. Et enfin, le dernier problème, qu'on garde souvent les plus compliqués pour la fin, on va voir si c'est vrai. Elle fait la promo d'une nouvelle boisson santé sans sucre ajouté. Ouais, bon, de la térébenthine, il n'y a pas de sucre dedans, puis c'est pas très santé, là. En faisant des tests en laboratoire, on découvre que cette boisson possède une concentration moyenne en sucre de 3 %. OK, il n'y a pas de sucre ajouté, mais il y en a au moins un petit peu dedans. Sachant qu'une cuillère à thé équivaut environ à 5 grammes de sucre, combien de cuillères à thé de sucre trouve-t-on dans une bouteille de 475 ml de cette solution? Combien de cuillères à sucre? Il n'y a pas de formule avec des cuillères à sucre, mais on peut trouver la masse de sucre qu'il y a dans la bouteille, dans la boisson, et ensuite convertir ça en nombre de cuillères. Bon, OK. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît que la concentration moyenne est de 3 % masse par volume. Alors, C est égal à 3 % MV. On sait aussi que la bouteille a un volume de 475 ml. Volume 475 ml. On reste en millilitres parce qu'on travaille en pourcentage et ça nous dicte qu'on va travailler en grammes et en millilitres. On cherche la gramme, on cherche la masse en grammes. OK. Alors, notre masse, comme d'habitude, est égale à la concentration fois le volume. Allons résoudre ceci. La masse sera la concentration de 3 pour 100. Right? 3 % c'est 3 sur 100. Grammes par 100 ml. Multiplié par le volume, multiplié par 475 ml. Et voyez comme c'est pratique d'inscrire ces unités de mesure. Ça nous assure qu'on a fait le bon calcul. Si je n'avais pas mis ça sur 100 ml, j'aurais juste fait 3. J'aurais des grammes fois des millilitres comme unité finale. Alors qu'ici, on voit que les millilitres s'annulent. Il nous reste des grammes. C'est pas merveilleux, ça. Alors, 3 fois ça, ça fait quelque chose, là. 3 fois 475. 1425. On n'oublie pas de diviser par ça. Donc, 14,25 grammes. OK. Attention. Ça, c'est la masse de sucre. Mais vu qu'il y a environ 5 grammes par cuillère à thé, je veux savoir, ça fait combien de cuillères à thé? Alors, si j'ai des grammes et des grammes par cuillère à thé, 5 grammes par cuillère à thé, Q-A-T, C-A-T, je dois diviser ma masse par mon taux. Alors, la plus grande espace, 14,25 grammes divisé par 5 grammes par cuillère à thé. 14,25 divisé par 5, ça fait presque 3. Divisé par 5, ça fait presque 3, effectivement, 2,85. Le nombre de cuillères à thé, il y aura 2,85 cuillères à thé de sucre. Peut-être des fois, c'est plus facile pour quelqu'un de se représenter ça en volume. 2,5 cuillères à thé, ça te donne une idée. 1, 2, presque 3. Alors que si on te dit qu'il y a 14 grammes de sucre, tu l'as-tu dans ta tête, ça correspond à quelle quantité de sucre? C'est pas évident. Fait que, non, pas de sucre ajouté, mais prends le temps, là. Rajoute tes cuillères à thé. 1 cuillère à thé, 2 cuillères à thé, 3 cuillères à thé. Dans moins de 2 tasses de boisson, ça fait pas mal de sucre, quand même. Une chance qu'il n'y en a pas plus qui est ajouté.
On découvre, oh, Christophe Colomb est passé par là. On découvre également qu'un contenant de 450 ml de cette boisson contient 90 mg de caféine. Tiens. C'est beaucoup de caféine. Quelle est la concentration en ppm de caféine de cette bouteille de 1,5 litres? Attention! On cherche la concentration d'une bouteille de 1,5 litres. Mais que la bouteille soit de 450 ou de 1,5 litres, c'est la même concentration, cette affaire-là. Alors, qu'est-ce qu'on connaît de notre information? On sait que dans un volume de 450 ml, on retrouve une masse de 90 mg de caféine. Si je calcule cette concentration-là, elle sera la même si j'avais un plus gros format. Alors, je cherche la concentration en ppm, et ça me donne l'information que ma masse en milligrammes, c'est parfait, c'est ça que je veux. Mais mon volume est en millilitres. Ah, lui, on va le transformer en litres. 0,45 litres. Je cherche la concentration, c'est la masse sur le volume. Je connais déjà ces deux infos-là. 90,0 mg divisé par 0,45 litres. 90 par 45, ça fait 2. On va tasser la virgule. 200, cette histoire-là. Mais non, quand même pas 200 ppm. C'est fort, ça. 90 divisé par 0,45. Ben oui, 200 ppm de concentration. Donc, 200 mg par litre, ce qui équivaut à une concentration de 200 ppm. C'est comme ça qu'on use la pointe d'un crayon. N'oubliez pas, toujours présenter nos données en premier, réfléchir à la formule utilisée et réfléchir à si on a à transformer des unités de grandeur avant de se lancer dans le calcul. Tout va bien avec ça. On a fini la section ST. Prochaine vidéo, très courte, seulement 3 pages pour la section STE. À bientôt!